Paul Sécure, épisode technique. Je suis accompagné de Gabriel. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi aussi? Très bien aussi. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie de Microsoft Defender for Office, parce qu'on a juste fait, dans le fond, la première partie, on a vraiment couvert Exchange Online. Et maintenant, on va couvrir tout ce qui est le restant des différentes options qui sont à notre disposition. Sont également très intéressantes, très pertinentes de mettre en œuvre. Il y a beaucoup de places où on doit faire des actions justement pour amener ça au niveau de sécurité qu'on désire, parce que des fois, par défaut, ne sont peut-être pas toujours nécessairement intéressants ou atteignent nos besoins. Donc, je vais te laisser continuer la démonstration. Merveilleux. Donc, oui, on va continuer aujourd'hui, partie 2, avec tout ce qui est service un petit peu plus avancé. La dernière fois, au niveau de la partie 1, on a vu tout ce qui était relatif à l'anti-phishing, anti-spam, anti-malware, donc les services un peu plus de base qui viennent avec Exchange Online Protection, donc vraiment relatif au courriel en tant que tel. Aujourd'hui, ce qu'on va considérer, c'est des éléments qui viennent avec des licences un peu plus avancées, typiquement Microsoft Defender for Office 365 P2 ou encore tout ce qui est licence E5, donc M365 E5 ou encore Business Premium. Donc, ce qu'on peut voir, d'abord, là, je suis de retour dans security.microsoft.com, notre fameux portail de configuration de sécurité. Si on retourne dans Policies and Rules, Threat Policies, donc comme je viens de le mentionner, on a couvert ces trois premiers services-là. Et aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est Safe Attachments et Safe Links. Donc, comme vous pouvez le voir dans le descriptif ici, c'est lié, oui, encore une fois, à tout ce qui est sécurité des courriels. Mais on va aussi traiter de sécurité des documents qui sont disponibles à travers SharePoint, OneDrive et Teams. Donc, si je rentre dans Safe Attachments. Safe Attachments, c'est quoi? Concrètement, c'est un service qui, comme vous le savez, là, il y a l'anti-malware qui, évidemment, va aller scanner les pièces jointes déjà au niveau des courriels qui sont reçus dans l'environnement Exchange, que ce soit en fait reçu ou envoyé dans les deux directions. Safe Attachment, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va ajouter une couche de protection supplémentaire. Donc, concrètement, plutôt que de juste faire un scan à la anti-malware standard, Safe Attachment, lui, va aller dans un environnement Microsoft virtualisé, effectuer la détonation des pièces jointes qui sont présentes au niveau des courriels et des documents. Puis pourquoi je mentionne des documents? Parce que ici, quand vous voyez Global Settings, il y a un paramètre qui est activé par défaut qui dit Turn on Defender for Office 365 for SharePoint, OneDrive and Microsoft Teams. Donc ici, ce que ce paramètre-là va faire, c'est que ça va, comme je viens de le mentionner, permettre d'aller faire cette détonation-là autant pour les courriels que pour les autres services de collaboration. Un petit bémol, par contre, que j'aimerais dire ici, puis je me souviens pas si je l'avais déjà mentionné dans un précédent épisode, mais ce service-là, autant que l'anti-malware, lorsqu'il détecte qu'un document dans SharePoint, OneDrive ou Teams est malicieux, ce qu'il va faire, puis là, je vais vous le montrer directement dans la documentation de Microsoft, il y a un petit screenshot là, qui le montre. Donc, on voit ici, quand il détecte quelque chose de malicieux, il y a un petit bouclier rouge, comme ça, qui est affiché dans l'interface pour dire, attention, ça, c'est malicieux, c'est dangereux, mais le bouton download reste fonctionnel, il y a moyen de télécharger. Donc, ça, c'est du Microsoft. ça nous l'indique, mais on peut quand même se ramasser à le downloader sur le poste. Donc, pour pouvoir faire en sorte que ce soit plus possible, il faut passer par PowerShell. Il n'y a aucune façon dans l'interface de le faire facilement. Et là, je vous épargne le PowerShell en tant que tel, mais c'est très simple. C'est juste une question d'exécuter avec le module PowerShell pour SharePoint Online
une commande, bon, évidemment, on va se connecter dans l'environnement, puis on fait le paramètre s'appelle Disallow Infected File Download. Et c'est juste une question de le mettre à true, parce qu'il est à false par défaut, évidemment. Et ça va permettre de empêcher le téléchargement. Ouais, puis je vais en profiter de faire une parenthèse là-dessus sur l'usage de PowerShell où on peut en parler un peu en off, le maintenant GraphPI, tout ce qui est de ce côté-là. Microsoft met beaucoup d'énergie sur ces environnements-là. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans les interfaces, qui ne sont qu'exclusivement par PowerShell ou parce que peu importe l'approche de scripting qui est utilisée, mais n'est disponible que à travers ça. Fait que la maîtrise de ces environnements de scripting-là est essentielle à la capacité d'aller plus loin dans les configurations, de ne pas juste se fier sur ce qu'on voit dans les interfaces. J'ai vu beaucoup dans Teams dans les premiers débuts du confinement où il y avait beaucoup de paramètres qu'on pourrait dire cachés, mais qui étaient disponibles qu'à travers les commandes PowerShell pour faire des bindings très particuliers ou des éléments très, très pointus. Oui, exactement. C'est un très bon point. Donc, comme je vous l'ai dit, ben c'est ça. Ici, c'est actif par défaut. La couche de protection supplémentaire qui vient avec Safe Attachment va vous permettre d'aller chercher cette capacité de détection de malware supplémentaire-là. Maintenant, c'est important d'aller changer le paramètre en PowerShell, étant donné que même si la détection se fait et qu'il y a une capacité supplémentaire, ben, par défaut, les utilisateurs vont quand même être en mesure d'aller télécharger les documents de cette nature-là. Donc, voilà, mais ça vaut quand même la peine d'aller valider dans votre environnement si c'est toujours actif, ce petit bouton-là. Sinon, l'autre volet qu'on peut voir dans les paramètres globaux ici, c'est Turn on Safe Documents for Office Clients. Et ici, ce que ça va faire, ça, au final, c'est que ça vient ajouter une couche de sécurité supplémentaire sur tout ce qui est Protected View ou Application Guard. Protection View, Protected View plutôt, c'est le comportement là, normal en ouverture d'un document Office qui provient d'Internet ou de l'extérieur de votre organisation. Si vous recevez typiquement, si vous recevez par courriel en pièce jointe un document Word et que vous l'ouvrez sur votre poste, par défaut, il va s'ouvrir en mode Protected View, donc bloque l'exécution de macros, etc. Et évidemment, il y a moyen d'aller désactiver le Protected View. Save Documents, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller s'appliquer par-dessus le Protected View pour faire en sorte que il n'y a pas énormément de détails, honnêtement, là, dans la documentation de Microsoft sur ce que ça fait, mais concrètement, ça va faire en sorte que le document soit aussi scanné au niveau du cloud de Microsoft Defender for Endpoint. Microsoft Defender for Endpoint, qui est l'EDR de M365. Donc, cette fonctionnalité-là va faire en sorte qu'en plus du Protected View, en plus du Safe Attachment et de l'anti-malware, le document va être envoyé au niveau des capacités de détection de Microsoft Defender for Endpoint pour être scanné. J'ai dit Application Guard aussi parce que Application Guard, c'est l'alternative à Protected View, une fonctionnalité un peu plus avancée qu'on recommande de déployer au niveau de vos postes Windows. Sans rentrer dans le détail là, de Application Guard, c'est juste l'idée, c'est que ça vient remplacer Protected View en faisant en sorte qu'un document qui se serait ouvert avec le Protected View s'ouvre plutôt dans dans un environnement virtualisé finalement. Grosso modo. Donc voilà pour les paramètres globaux de Safe Attachment. Maintenant, vous voyez ici Built-in Protection Microsoft. Ça, ce que ça implique, c'est que oui, par défaut, c'était pas là avant. Ça, je sais plus exactement quand c'est sorti cet élément-là, mais avant, il fallait absolument se créer une politique personnalisée, sans quoi, même si on avait les licences, il y avait pas de protection Safe Attachment. Il fallait l'activer manuellement nécessairement. Maintenant, il y a la built-in protection qui vient. Donc, vous allez constater dans vos environnements que si vous avez les licences qui vous permettent d'utiliser cette fonctionnalité-là, il y a déjà une certaine couche de protection qui est là par défaut. Maintenant, on recommande tout de même d'aller se créer une stratégie personnalisée
La built-in, évidemment, on le voit ici au niveau de la priorité, c'est ce qui a la priorité la plus basse. Puis je fais une mini parenthèse aussi, là, quand on regarde en cliquant built-in protection, on peut voir ce qu'ils appellent les preset security policies. Là. Il y a moyen maintenant dans cet environnement-là d'aller se créer ou d'activer des politiques de sécurité préfaites par Microsoft. Maintenant, ça, c'est très bien pour si vous n'êtes pas certain de ce que vous êtes en train de mettre en place, si vous ne voulez pas vous mettre le pied dans la bouche en configurant des politiques personnalisées. Il y a moyen d'aller activer ça, puis on sait que bon, le niveau de protection va être convenable, que ça va bien fonctionner. Maintenant, on recommande pas d'activer ce type de protection-là dans l'optique où, du moment où on active Standard Protection ou Strict Protection, ça prend préséance sur tout. Donc, même les stratégies personnalisées. Donc, si vous avez ça d'activer dans votre environnement, ce qu'on recommande, ce serait de considérer de faire des stratégies personnalisées selon les meilleures pratiques de sécurité ou selon votre contexte et de ensuite aller les désactiver. Donc voilà pour la built-in protection. Maintenant, il y a moyen de mettre des gens en exclusion ou des domaines en exclusion de la built-in protection en tant que tel si on veut, s'il y a des problématiques quelconques avec ce service-là. Et si on rentre dans une stratégie personnalisée, par exemple, si on veut facilement appliquer ça à tout le monde de l'environnement, là, ici, j'irai par domaine. Donc, je peux aller indiquer que je veux appliquer cette stratégie-là sur l'ensemble de mon domaine, qui est là un domaine un peu bizarre, là, étant donné que je suis dans un environnement de démonstration. Et encore une fois, là, on peut mettre des gens en exclusion et tout ça ici. Et ici, on peut constater les différents paramètres. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas sorcier. Il n'y a pas énormément de paramètres ici pour la configuration de cette fonctionnalité-là. À la base, ce qu'on va recommander souvent, c'est de juste aller en mode bloc. Ici, donc ici, c'est les différents comportements qu'ils peuvent avoir pour les courriels. Donc, concrètement, si Safe Attachments détecte qu'il y a un courriel malicieux, ben là, on va aller dire soit fait le monitoring, puis on peut aller voir après ça dans les rapports qu'est-ce qui a été décelé. Block, c'est ce qu'on va recommander, de carrément aller bloquer le message. Replace, ça va faire en sorte que on bloque la pièce jointe, mais on envoie quand même le message. Puis ici, comme c'est mentionné, là, ça dit to be deprecated. The block action will be applied. Donc, évidemment, on ne recommande pas d'aller mettre ça en place là en ce moment. Et Dynamic Delivery, ici, c'est que le message est envoyé immédiatement sans pièce jointe et que la pièce jointe est réattachée une fois que le scan a été complété, si évidemment il n'y a pas de malware dedans. Donc, à la base, comme je l'ai mentionné, on recommande d'aller bloquer. Maintenant, ici, on parle de stratégie de quarantaine. Ça, j'en avais parlé la dernière fois dans la partie 1. Je vais me répéter. Mais au niveau de la stratégie de quarantaine, celle par défaut ici qui est disponible, c'est Admin Only Access Policy. Donc, c'est l'option la plus sécuritaire dans le sens que, bon, toute la responsabilité tombe sur les épaules des administrateurs de la solution d'aller valider la quarantaine pour voir est-ce qu'il y a des éléments, des faux positifs, puis d'aller libérer ce qui tombe là-dedans. Sinon, l'autre option qu'on va souvent mettre en place, c'est d'aller se créer, comme je l'avais montré la dernière fois, une stratégie de quarantaine personnalisée qui permet aux utilisateurs d'être notifiés quand ils ont quelque chose qui est bloqué, d'aller regarder leur quarantaine, prévisualiser le contenu des courriels, mais ne pas faire de release par eux-mêmes, mais plutôt de leur permettre de faire une demande de release à un administrateur. Donc ici, là, on ne la voit pas parce que ce n'est pas dans les options par défaut. Il faut aller s'en créer une.
je vous le remontre très rapidement, là, c'est pas compliqué. C'est juste aller dans, à nouveau, Policies and Rules. Threat Policies est complètement en bas. On a Quarantine Policies ici. C'est juste une question de faire Add Custom Policy. Puis une fois qu'on est là-dedans, ben, on est capable d'aller donner des accès spécifiques au final, puis dire Allow recipients to request a message to be released from quarantine, puis leur permettre de faire un delete, un preview, puis un block sur l'adresse d'envoi. Si vous avez une boîte de sécurité opérationnelle pour valider ce qui est les pièces jointes des courriels, tout ça, il y a moyen là, d'aller faire une redirection puis de mettre ici une adresse courriel pour recevoir le contenu des messages, mais notez que ça mentionne ici que de mettre en place la redirection ne supporte plus les actions de block et replace. Puis le dernier paramètre complètement en bas qu'on recommande tout le temps de laisser cocher, c'est dans le fond, c'est le paramètre qui indique que on souhaite que Safe Attachment, que l'action de détection Safe Attachment se fasse si le scan ne peut pas être complété. Dans le fond, on prend pour acquis que si le scan ne peut pas être complété, qu'il y a une erreur ou un timeout, ben que dans le fond, il y a du malware. Donc, l'action se fasse. Donc, concrètement, ici, étant donné qu'on le met à bloc, ben que le message soit bloqué. Donc, voilà pour Safe Attachment. Évidemment, il y a le bouton Report ici qui permet d'aller valider des rapports. Évidemment, là, dans mon environnement de démonstration ici, il n'y a pas rien qui circule, donc il n'y a pas d'informations à consulter. Ça peut donner des indicateurs intéressants parfois, là, surtout si on constate qu'il y a des pics de détection pour voir que, OK, on est en train de subir une campagne quelconque, puis prendre des actions en conséquence de sensibilisation aux utilisateurs, etc. Et maintenant, si on va au niveau de SafeLink. SafeLink, on va retrouver dans ce service-là la même structure, entre guillemets, que l'autre service Safe Attachments, dans le sens qu'on a encore une fois ici le Built-in Protection de Microsoft qui est maintenant là par défaut. De la même manière que je viens de vous le montrer aussi, il y a façon d'aller voir des rapports. SafeLink, comme le nom le dit, l'idée c'est que ça va sécuriser les liens. Donc, encore une fois, au niveau de tout ce qui est courriel, donc des liens qui sont disponibles au niveau des courriels et au niveau des documents, SafeLink, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'assurer que le lien soit sécuritaire. Concrètement, de la façon qu'il va procéder, c'est qu'il va rediriger le lien vers le service cloud SafeLink, qui va, un peu de la même façon que Safe Attachment, faire une détonation du lien pour valider s'il y a un enjeu de sécurité avec ce lien-là. Et donc, un des éléments qui peut un des impacts là, côté utilisateur que ça engendre, c'est que dans les courriels que les utilisateurs reçoivent, quand il y a un lien, ben souvent là, on va aller mettre le curseur par-dessus le lien pour voir si c'est vraiment ça, si c'est vraiment le bon lien, s'il pointe à la bonne place et tout ça. Mais les liens sont réécrits au final dans les courriels pour aller pointer sur le service SafeLink. Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez constater si vous activez ce service-là. De la même façon que Safe Attachments, on va recommander de mettre en place une stratégie personnalisée pour aller s'assurer d'avoir les meilleures pratiques de sécurité dans notre stratégie SafeLink. Donc, encore une fois, je la nomme test ici. Ça s'applique exactement de la même façon que Safe Attachment. Donc, dans mon cas,
Dans mon cas, je remets mon domaine louche de démonstration. Puis je vais faire une parenthèse aussi pour l'avoir vu à plusieurs endroits. C'est dans ces endroits-là, ça, c'est plus propice à des stratégies personnalisées par un groupe d'utilisateurs ou par des éléments comme ça, puis tu vas avoir des paramètres. Entre autres, quand on fait des campagnes de phishing qui ne sont pas organisées par Microsoft, faut inclure un certain nombre d'éléments là-dedans, justement, pour laisser la campagne s'exécuter jusqu'au bout correctement. Fait que c'est justement là où on va mettre des paramètres un peu plus granulaires, plus que qu'on faisait avec Safe Attachment ou ça. Il y a très peu de cas d'utilisation dans lesquels on va autoriser quelqu'un qui passe à côté. SafeLink, il peut y avoir certains espaces à ça. Oui, ça, c'est un bon point. Pour tout ce qui est campagne de sensibilisation au hameçonnage, Microsoft 365, il y a ici le Advanced Delivery avec Phishing Simulation qu'on peut utiliser pour aller renseigner bon, ouais, c'est ça, les domaines qui vont être utilisés, etc. Maintenant, pour tout ce qui est hors Microsoft, ça peut être nécessaire d'utiliser une stratégie SafeLink comme Nicolas vient de le mentionner pour s'assurer que tout se passe bien. Donc, si je remets mon domaine, donc, encore une fois, c'est pas majeur là, en termes de paramétrage ce qu'il y a à faire ici. Si on rentre un petit peu dans le contenu, bon, il y a la section courriel ici qui va permettre d'aller paramétrer le comportement pour tout ce qui est courriel. Donc, évidemment, on SafeLink checks a list of known malicious links when users click links in email. URLs are rewritten by default. Ça, on veut absolument que ce soit coché pour faire en sorte que ça valide les URL selon le service. On veut habituellement que ça s'applique même pour les courriels qui sont simplement envoyés au sein de l'organisation, parce qu'il y aurait moyen ici de décocher ça et que ça s'applique uniquement pour tout ce qui est en provenance de l'externe. Le paramètre ici, Apply Real-Time URL Scanning for Suspicious Links and Links that Point to Files. On veut que ce soit fait en temps réel. Puis là, ici, on peut cocher quand même le Wait for URL Scanning to complete before delivering the message. Parce que, bon, encore une fois, il y a moyen ici de faire en sorte que le scan ne se complète pas avant que le message soit envoyé. On recommande, absolument, il n'y a pas vraiment de problème avec ça là, en termes de délai. C'est pas rien de majeur, donc on recommande de le laisser cocher. Do not rewrite URLs, do checks via SafeLinks API only. Ça, bon, il y a moyen de faire en sorte, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la valeur par défaut va faire en sorte que, dans le built-in, je veux dire, va faire en sorte que les URL soient réécrits. Pour celui-là en tant que tel, historiquement, c'était pas super, donc je recommande de le décocher. Mais Microsoft tend à pousser dans cette direction-là, puis c'est une bonne chose, dans le sens que c'est bien que c'est une bonne pratique, en fait, de sensibiliser les utilisateurs à ce qu'ils mettent le curseur sur le lien, puis voir vers où ça pointe et tout ça. Donc, idéalement, de se rendre jusqu'à ce paramètre-là qui fera en sorte que ça utilise juste les API SafeLink, puis qu'il n'y a pas de réécriture d'URL qui se fasse. Ce serait super. Mais comme je vous dis, actuellement, le comportement est meilleur lorsqu'il y a une réécriture. Ici, il y a moyen de faire des exceptions pour certains URL. Donc, s'il y a des URL qui posent problème et tout ça, il y a moyen d'aller indiquer des URL qu'on souhaite qui ne soient pas réécrits dans les courriels. Donc là, ça, c'est tout par rapport au courriel en tant que tel. Maintenant, Teams et Office 365 Apps, il y a pas mal moins d'options ici. C'est simplement une question d'aller mettre SafeLink à on pour dire qu'il va aller valider les liens qui sont partagés dans Teams et dans les applications Office 365. Comme ça le mentionne ici, par contre, dans ces cas-là, il n'y a pas de réécriture d'URL qui est effectuée. Et ensuite, dans tout ce qui est Click Protection Settings en bas, on va demander
le track user clicks et let users click through to the original URL. On va vouloir le désactiver en décochant ici. Bon, évidemment, côté notification, pour notifier les utilisateurs s'il y a une problématique avec un URL qui tente de cliquer, on peut aller personnaliser le texte de notification ici et ça résume grosso modo Safe Link. Si on retourne au niveau des rapports, là, on peut voir encore une fois, du côté de mon environnement de démonstration, on n'a pas d'informations, mais on peut voir ce qui a été permis par un admin, tous les différents use cases de blocage de liens. Donc, encore une fois, ça peut devenir un indicateur intéressant de la même façon que le rapport de Safe Attachments pour valider, OK, est-ce qu'on reçoit beaucoup de liens malicieux en ce moment? Puis on peut faire un petit schedule pour se sortir à une certaine fréquence des rapports. Donc, on peut faire un rapport quotidien, hebdomadaire, mensuel, etc. pour aller chercher des informations puis envoyer ça par défaut à une adresse courriel. Encore une fois, si vous avez une adresse courriel de sécurité, tout ça, ça peut être un rapport qui est pertinent à recevoir pour valider ce qui se passe dans votre environnement. Ces rapports-là sont intéressants pour justement mesurer aussi, au-delà du fait de est-ce qu'on on subit une campagne particulière ou on a eu une montée massive, aussi de voir les utilisateurs qui sont peut-être un peu plus de besoin d'encadrement ou qui vont avoir cliqué davantage sur les liens ou qui vont ouvrir davantage les liens malicieux. On va être capable de justement moduler davantage un meilleur accompagnement face à ces personnes, quitte à rajouter aussi un certain nombre de peut-être de modifications à leur travail, parce que par expérience, on avait un problème, entre autres, avec un utilisateur chez un de mes clients. Le problème, c'est pas l'utilisateur, mais c'est parce que sa job exigeait qu'il clique sur les URL. Fait que de son cadre de travail, on a dû faire modifier l'élément de ce qui suivait parce qu'il sortait en exception tout le temps. Et c'était pas de sa faute parce qu'il était pas bon, mais c'est vraiment juste parce que son travail était pas correctement modulé par rapport à ça, par rapport à la menace dans laquelle on vit. Donc, on a dû faire réadapter les processus pour qu'il ne sorte pas en exception, entre autres, et pour protéger essentiellement son poste aussi, parce que ces URL-là, des fois, vont avoir une certaine latence. C'est que le premier utilisateur qui va cliquer dessus, probablement ne sera pas intercepté, mais ça va être les seconds après. Fait qu'on va toujours arriver à un cas où on a potentiellement un utilisateur qui pourrait être affecté par un URL malicieux. Fait que d'être prudent. C'est pour ça que MDE est une seconde protection très essentielle dans le contexte. Celle-ci, par elle-même, n'est pas suffisante. Il faut faire ça par couche. Exactement. Puis avec Defender for Office 365, le plan 2, ou encore une fois les licences 5, là, il y a moyen d'aller faire en sorte que justement ce soit intégré avec MDA. Encore une fois, c'est une question de faire l'activation de l'intégration entre ces services-là et MDA. Mais tu as tout à fait raison. Là, ici, ce sont des services très pertinents qui vont quand même loin, mais c'est pas suffisant là, en tant que tel. Donc, tu sais, en termes de sécurité, il y a beaucoup là, de sécurité des courriels là-dedans. Évidemment, les deux derniers, puis anti-malware aussi, là, un peu, ça vient couvrir un peu plus large que le courriel. On parle de tout ce qui est Teams, SharePoint, OneDrive, etc. Le seul volet ici que on n'a pas couvert, puis qui est couvert par mon ami Gabriel Chabot, je pense que vous avez déjà fait un épisode là-dessus, si je me trompe pas, mais c'est le volet plus des marques, DKIM, SPF, donc authentification au final là, pour l'envoi de courriel à partir de vos domaines. Donc, c'est une fois que tout ça est en place, après, c'est une question que je reçois souvent, c'est est-ce que c'est suffisant ou est-ce que je devrais souscrire à une solution tiers pour la sécurité des courriels? Je vous dirais qu'avec tout ça ici, plus la démarque SPF, DKIM, etc., c'est ça donne un niveau assez raisonnable, je vous dirais, là, au niveau de la sécurité des courriels.
Oui, puis ça s'est beaucoup amélioré le confinement aidant, j'ai l'impression, la qualité de ces services-là pour certains qui pouvaient avoir certains scrupules, disons, il y a 3 4 ans. On ne parle plus ou même de la même qualité de produit qu'il y a 3 4 ans aussi. Ça l'a beaucoup augmenté, ça s'est beaucoup amélioré. Mais c'est une solution qu'on doit mettre en couche, comme je mentionnais, Ouais. par elle-même n'est pas suffisante pour couvrir l'ensemble de la menace. L'ajout de d'autres produits, dont là, on parle spécifiquement dans l'environnement Microsoft, permet justement de couvrir les zones qui auraient été mal couvertes par certains de ces produits-là. Fait que l'accumulation est plus grande que la somme de ces parties. Là. Ouais, exactement. Tout à fait, mais tu sais, c'est ça, tu as raison, il y a beaucoup d'éléments qui ont été ajoutés dans les dernières années. Donc, tu sais, notamment Configuration Analyzer, ça, je me souviens, c'était pas là non plus au début. C'est un beau complément qui a été mis à faire en sorte que ce soit possible d'aller valider selon certains baselines de Microsoft, que ce soit standard, strict, etc., de valider l'état de nos politiques. Pour l'implémentation ou pour aller valider par la suite, est-ce qu'il y a eu des modifications qui ont été faites? C'est quelque chose d'intéressant à consulter parfois. Et puis, un autre point on parle de Defender for Office 365 en général. Bon, ça, c'est les éléments qui sont à configurer une fois que vous avez accès à ce service-là, mais ça vient aussi avec des capacités de détection, d'investigation, de reporting supplémentaire avec tout ce qui est threat tracker, avec tout ce qui est aussi des capacités comme vous pouvez voir ici en bas à gauche, Attack Simulation Training. Donc, on va chercher une coche supplémentaire aussi en termes euh, de sensibilisation. Là, je suis désolé, là, Threat Tracker, vous voyez qu'il n'y a absolument rien, étant donné que, encore une fois, je suis dans mon environnement de démonstration, mais ça donne des informations supplémentaires sur, encore une fois, ce qui se passe dans votre environnement, les données, les courriels qui sont reçus par vos utilisateurs. Y a-t-il des campagnes en cours, etc. Et tout ce qui est Attack Simulation Training, ça, souvent, il y a des organisations qui ont des licences E5 qui font affaire avec des tierces parties pour faire de la simulation pour les utilisateurs puis qui ne savent même pas qu'ils ont accès à ça. Donc, je le mentionne quand même. Si vous avez des licences Microsoft 365 E5, c'est quelque chose qui est disponible dans votre environnement. Il y a moyen d'aller carrément avec vos services Microsoft intégrés, faire des simulations pour entraîner vos utilisateurs, les sensibiliser, avoir des indicateurs, comme Nicolas le mentionnait tantôt, sur quelle population, quel type quels utilisateurs sont plus à risque dans l'environnement, puis ajuster nos stratégies de sensibilisation en fonction de tout ça. Donc, c'est une fonctionnalité qui est intéressante, qui permet de faire différents types de campagnes de sensibilisation. Si je vous montre rapidement, là, encore une fois, ça permet d'aller cibler l'ensemble de l'organisation comme seulement quelques utilisateurs spécifiques. Puis au niveau des différents types de campagnes possibles, c'est quand même assez exhaustif, là, comme vous pouvez le voir dans la liste ici, ce qui est disponible. Donc, que ce soit juste un courriel, du ransomware, social engineering et tout ça, il y a beaucoup de choses de possibles à travers tout ça. C'est très personnalisable en fonction des besoins de votre organisation. Alors, ça fait le tour de ce que je peux vous montrer aujourd'hui par rapport à Defender for Office 365, les points qui restaient. Très intéressant. C'est des outils très pertinents, surtout que beaucoup d'organisations ont migré à M365 avec le confinement. Donc, ces outils-là, puis pour l'avoir vu, le niveau de maturité est inégal. Donc, c'est très important d'utiliser les outils qui sont à notre disposition pour rehausser notre sécurité. Il y a certaines valeurs par défaut, comme je mentionnais en introduction, il y a certaines valeurs par défaut, c'est correct, sont correctes, mais c'est toujours bien de pousser ça un peu plus loin, qui sont adaptés ça à nos systèmes et justement d'améliorer grandement, là, plus les autres
mesures qu'on a parlé, mais là, spécifiquement pour ces vecteurs-là qui sont les vecteurs les plus utilisés. En tout cas, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que ça va durer pendant encore un temps, à moins qu'ils trouvent de nouveaux vecteurs, mais pour le moment, ça demeure les plus populaires où on y retrouve les URL et justement les fichiers malicieux qui viennent justement tromper les utilisateurs à poser des gestes regrettables. Exactement. Ouais, une des faiblesses, entre guillemets, qu'on peut constater avec ce type de service-là, c'est le genre c'est tout ce qui est post-delivery, où ce que là, il est moins fort que d'autres compétiteurs, notamment pour tout ce qui est relatif à des courriels qui sont, comment je dirais ça? Souvent maintenant, tu as des courriels qui vont être envoyés à la base avec un lien qui est pas nécessairement malicieux, puis qu'une fois que ça va avoir été envoyé, ben là, le lien va être modifié par l'attaquant là, pour le rendre malicieux plus tard, ou carrément juste des premiers courriels qui sont envoyés, qui sont non sollicités, puis qui contiennent même pas nécessairement de liens dedans ou de pièces jointes pour faire des premiers contacts et tout ça, pour ensuite se lancer dans du hameçonnage. Bon, évidemment, ces services-là vont pas apporter une protection par rapport à ce type de cas-là en tant que tel, ou en tout cas sont moins forts que d'autres services qu'on connaît et qu'on utilise parfois là, du côté de KPMG pour faire de la détection plus avancée. Mais n'en demeure pas moins que pour la grande majorité des cas, ça fait un très bon travail. Oui, puis ça va rehausser beaucoup à bien des égards des organisations qui partaient d'infrastructures sur site, des fois, qui fonctionnaient plus ou moins bien ou plus ou moins bien configurées. Toute cette migration-là en infonuagique que le confinement nous a amené nous permet justement ces outils-là qui sont disponibles. Comme tu mentionnes, il y a certaines personnes qui sont même pas au courant que ces outils-là sont disponibles. Donc, des mettre en action justement pour qu'on puisse rehausser face à une sécurité qui était moins bonne de toute façon avant. Fait que juste monter le niveau de l'eau, c'est bénéfique pour tout le monde. Puis bon, si on est dans des organisations qui, là tu parles de la taxe plus sophistiquée, qui exigent ce genre de protection-là, puis on est vraiment dans des secteurs plus définis. Là. Si on parle, justement, j'avais parlé de TA 444 qui spécialise dans le monde financier, par exemple, mais eux vont se saisir dans ce genre d'attaque-là qui, effectivement, pourrait être contourner les mesures de Office 365. Fait que si vous êtes dans ces secteurs-là, il y a d'autres mesures en place. Il y a de la formation supplémentaire à faire à vos utilisateurs et ainsi de suite, qui sont toutes des choses comme ça. Et si M365 n'est pas suffisant, mais justement, à la limite, de regarder des produits compétiteurs, justement, pour aller couvrir la particularité de votre secteur d'activité. Là. Exactement. Oui, tout à fait. Mais c'est ça, le message à la base, c'est pour beaucoup d'organisations, en effet, comme on peut le voir, vous payez souvent déjà pour ces services-là. Donc, en effet, remonter le niveau de l'eau avec sans dépenser plus d'argent, c'est aller valider dans securitymicrosoft.com, voir si c'est déjà en place, si c'est déjà bien implémenté. C'est déjà un bon premier step. Effectivement, mais je te remercie énormément. C'est encore très intéressant. J'espère que justement, on va aider les gens à monter le niveau de l'eau, monter leur niveau de sécurité une étape un peu plus loin, les avoir éveillés à ce qui leur est disponible. Puis généralement, les gens, effectivement, ont accès à la majorité de ces produits-là sans même s'en rendre compte. Donc, justement, d'en bénéficier tant qu'elle est payée. Merveilleux. Ben, merci beaucoup.